Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Est-ce qu'il y a trop de condos neufs à Montréal? Il y en a eu beaucoup et c'est toujours la difficulté dans le domaine du logement de trouver un bon appariement entre l'offre et la demande, hein, parce qu'évidemment, les villes sont très directives dans ce qu'on peut et doit fabriquer, c'est à quel prix, quelle hauteur, quelle superficie. Il y a toutes les règles d'urbanisme. Et évidemment, les développeurs essayent un peu de deviner ce qui, dans 2, 3, 5 ans, va être en demande. Ouais, parce que quand tu mets quand tu as un ouais. terrain vacant, tu mets sur papier un projet de construction, avant que tu loues ou que tu vendes ta première unité il y a quelques années. T'sais, imagine un petit terrain, là, on joue à SimCity, là, tu pourrais mettre 4 maisons avec des grandes cours puis des piscines. Tu pourrais mettre un bloc à tu pourrais mettre location. un triplex ou tu pourrais mettre une tour de 16 étages. T'sais, qu'est-ce Avec que tu des fais? condos de luxe à 1 Qu'est-ce million. que les gens vont vouloir dans 5-7 ans? T'sais, entre le moment où tu achètes, le moment où tu fais faire des plans d'architecte, que tu demandes les permis. Puis Dieu sait qu'à Montréal, les permis, ça a doublé la durée d'émission. Je pense qu'en moyenne, c'était quelque chose comme 454 Ça, jours. c'est fini, ça. La nouvelle administration. Ouais, là. j'en parlais avec le nouveau responsable de l'IA là, et des processus. Écoute, je vais leur donner une chance. En tout cas, il dit qu'ils veulent vraiment, vraiment simplifier, mieux utiliser la donnée pour simplifier ces processus-là. Je voulais te parler des condos parce que hier, la SCHL nous a sorti là, une étude. Francis Cortellino, là, qui est un économiste que j'aime bien, il dit c'est pas fini là, le bordel dans le domaine de la copropriété. On a fait trop de la mauvaise affaire, notamment trop de locatifs. Donc là, ça fait qu'aujourd'hui, les constructeurs ont construit des choses qu'ils avaient l'intention de garder puis de louer. Sauf que ça ne se loue pas. Fait que là, tu as des taux d'inoccupation de 30-35%. On revient à Mais ce là, qu'on... pourquoi ça se loue pas? Parce que c'est trop cher. Parce que c'est trop cher. Puis Parce qu'on dit manque de logement, mais là, c'est du haut de gamme. c'est du haut de gamme. Ça, c'est la moyen première haut de chose. gamme. Du moyen haut de gamme. La deuxième affaire, appelle ça comme tu veux, haut de gamme ou pas, mais en termes de prix, Mario, il faut dire que 454 jours de durée d'émission des permis, plus le règlement 20-20-20 sur Métropole Mix, qui a mené à des millions de dollars de taxes, de pénalités assénées par l'administration de Valérie Plante, plus l'augmentation du coût des matériaux, l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, etc., fait en sorte qu'aujourd'hui, un condo qui est livré neuf en 2025-2026 est à peu près 30% plus cher de ce qu'il était il y a 4-5 ans. T'es quasiment mieux d'acheter de l'usager que du neuf, ce qui est un peu paradoxal. Donc là, les développeurs, les promoteurs sont un peu pris avec de l'inventaire sur les mains. Il y a encore de l'appétit pour l'objet condo. C'est juste qu'il est comme déphasé par rapport aux besoins. Je me demande quand même, je sais, là, je vais me faire tirer des roches, l'étalement urbain, puis il faut densifier, puis il faut construire des tours à condos proches des transports en commun. Mais tu as aussi la réalité des familles, là. Je veux dire, on construit beaucoup des affaires qui sont faites pour des célibataires, des divorcés, là, des deux et demi, puis tout ça, des étudiants. Mais à un moment donné, là, oui, il y a des gens, j'avoue qu'il y a des gens là, qui s'accommodent de peu de pieds carrés avec des enfants, puis je les admire. Mais soyons francs, la masse des gens, là, quand ils arrivent à avoir un enfant, 2 enfants, ils veulent de l'espace, ils veulent des pieds carrés, ils veulent un sous-sol. Idéalement, ils veulent une course, ils sont capables. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est dans les bons ratios là, quand on construit autant au-dessus du REM, ça arrive sud? Mais tu sais, est-ce que, tu sais, il s'en est construit de ce genre de condo-là, assez petit, quand même très cher? Absolument, Mario. Je reviens à ce que je te disais, c'est une question toujours de déphasage entre qu'est-ce que sera la demande et sera l'offre dans 5-10 ans. C'est très difficile à deviner. Tu as raison qu'il y a évidemment au Québec et en Amérique du Nord ce rêve américain, là, on pourrait dire un peu de la maison, de la cour, la piscine, etc., qui est tout à fait normal. C'est parce qu'il y a des idéologues qui présentent ça comme le mal, là. Mais je veux dire, pour le monde ordinaire là, qui fait pas d'idéologie, qui veut juste vivre, là, c'est parfait, c'est le rêve. Là, c'est ça parfait. Je l'ai fait, moi. Fait que, je suis mal placé. Je suis allé en banlieue. J'aime ça avoir une cour pour mes enfants. Je me pose toujours un peu la question quand même, dans des plus grandes villes. Puis, Montréal, c'était à un moment donné, au nord de Rosemont, c'était des chalets. Là, maintenant, c'est quand même une ville là, avec une certaine densité. Mais regarde Paris, qui est quand même une drôle d'île là, un peu bizarre avec le périphérique. Regarde des villes comme Chicago, New York, évidemment. Ces îles qui sont évidemment beaucoup plus petites que Montréal, à un moment donné, t'as comme pas le choix de faire aussi de la densité. Puis mais les prix deviennent... Les prix deviennent fous, c'est ça. Puis il faut juste se projeter dans tu sais, c'est toujours une question de projection. L'immobilier, c'est pas quelque chose qu'on fait comme pour ce trimestre-ci. C'est quelque chose qu'on fait pour dans 50 ans. Je me demande si dans 50 ans, notre culture va pas un peu changer. Tu sais, si t'étais né à Tokyo, Mario, là, tu rêverais probablement pas d'une maison avec une cour. Là, t'aimerais juste avoir un appartement de plus de 700 pieds carrés pour ta famille. Fait, selon où tu nais puis où t'habites,
ton rapport à l'espace puis à ce qui est normal est différent. Au Canada, on a eu la chance d'avoir des immenses espaces puis effectivement des terres en abondance. Bref, intéressante trouvaille de la SHL. Bon, et là, quiconque suit les pages financières ces jours-ci, on parle beaucoup, on parle de toutes sortes de choses, on parle beaucoup du Bitcoin. Ouais. Ceux qui ont toujours détesté le Bitcoin, là, présentement, disent il va retomber à 0 ou à 10 000, mais il va retomber vers 0. D'autres disent, non, il y a le cycle de 4 ans. Là, cycle de 4 ans, le cycle de 4 ans, il baisse, puis ça repart après. Mais là, il baisse en pas pour rire. Écoute, il fait Mario, juste baisser le moment où je me suis levé ce matin à 5 heures, puis maintenant, ça a rebaissé de 2%. Là. C'est comme difficile à suivre. Mais ça a baissé presque de 40% depuis 6 mois. Oui, mais il était à 72 000 le matin, puis il est à 69 000 là, à l'instant où on se parle. Puis l'enjeu, je comprends le cycle de 4 ans, puis je ne suis ni détracteur ni partisan. J'en ai eu des crypto-monnaies. J'ai plusieurs amis qui sont dans cet univers-là. C'est juste que là, à chaque fois que la valeur augmente, on construit d'autres affaires autour de Bitcoin. Puis c'est normal, il y a quand même une vision que ça va devenir peut-être une forme de remplacement à la monnaie non régie par les banques centrales, etc. Puis je suis ni en accord ni en désaccord. Le problème, Mario, c'est que là, on a construit donc toute cette espèce d'infrastructure autour. Puis là, à la valeur où le Bitcoin est ce matin, ça commence à avoir plusieurs implications de second ordre. Par exemple, je t'en ai parlé plus tôt cette semaine, MicroStratégie, le MSTR, c'est une entreprise dont la principale activité, c'est de détenir des Bitcoins. La valeur moyenne des Bitcoins qu'ils ont acheté, c'est 77 000 $. Aujourd'hui, ils se vendent 69 000 $. Donc, grosso modo, ils sont complètement dans le rouge. Il n'y a pas d'implication aujourd'hui ou demain, mais tôt ou tard, il va venir un moment où il n'y aura plus de capacité de payer leurs employés, leurs locaux, l'électricité. Ça pourrait... Mais il y a quand même beaucoup de monde qui ont des bitcoins, beaucoup d'entreprises, il y a des fonds. À un moment donné, c'est qu'il y a une vraie perte de valeur généralisée. Là. C'est ça que je te dis. Puis là, fait que ça, c'est MSTA, c'est une entreprise qui, pas plus tard qu'il y a un mois ou deux, valait 55 milliards. Ce matin, en vaut 37. Fait que c'est 20 milliards de disparus. C'est pas si gros à l'échelle de tous les marchés. Mais là, tu as tous les miners, les gens qui font le minage du Bitcoin. Le coût marginal d'électricité, de local, c'est à peu près 75 000. Fait que là, à 69 000, il opère à perte à matin, ces gens-là. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va remonter? Je sais pas. Mais là, si toutes les compagnies de minage font faillite, il y a plusieurs d'entre elles qui sont cotées en bourse, ça pourrait faire très mal. Ça devient quasiment, Mario, un risque systémique pour les marchés, comme tu dis, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui en ont pris sur leur bilan. Je ne souhaite pas, moi, que ça aille à zéro, mais Michael Burry, qui est celui qui avait prédit le crash immobilier de 2008 au cœur du film The Big Short, lui, selon lui, on est véritablement dans une spirale de la mort actuellement autour de Bitcoin. Puis tu as des gens qui ont acheté ça à 8 000, ça valait 125 là, il y a 2 mois. Là, ça en vaut 69 à matin. Ils vont se dire, j'avais payé 8, je pourrais vendre à 70, puis quand même faire x10. Ouais, tu sais. Mais là, c'est comme ce phénomène-là d'entraînement que je vais vendre puis liquider ma position, puis ça pourrait être très dramatique. Bref, à suivre, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Parce que ça pourrait avoir des impacts dans le reste de l'économie, Mario. Merci, François.